Bien, tout d'abord bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous parler de nano-aimants naturels. Donc à nouveau des systèmes à base de composés à base de fer. Et donc cet exposé comprendra trois parties de taille, je dirais, non équivalente. Une première introduction générale sur les composés à base de fer qui sont les magnétiques et donc qui sont des petits aimants de petite taille, donc des nano-aimants que l'on trouve dans la nature. Une grande partie de l'exposé sera basée, centrée sur des micro-organismes, des bactéries bien connues en fait, des bactéries magnétotactiques. Et donc là, on essaiera d'aller, je dirais, un petit peu plus dans le détail, tout en restant un petit peu superficiel. Et puis la dernière partie qui ira très vite, c'est je vous montrerai une ou deux idées, plutôt un ou deux concepts intéressants de développement qui sont, je dirais, qui en sont encore au b.a.-ba des possibilités du développement. Donc je vous rappelle tout d'abord, en fait, à nouveau, l'abondance terrestre des éléments. Donc le fer, vous voyez, c'est le quatrième élément, oxygène, silicium, aluminium, fer. Donc c'est un élément important. Et vous allez le voir, la nature construit, et vous l'avez déjà vu dans le dernier cours sur les mollusques brouteurs, un grand nombre de systèmes biogéniques à base de fer. Donc en fait, tous ces composés sont synthétisables en fait, dans des conditions relativement douces, de chimie douce. Je vous rappelle la ferrihydrite, qui est la partie minérale inorganique de la ferritine. Pendant le dernier cours, je vous ai parlé de phases oxydroxyde de fer, vous voyez, qui sont essentiellement utilisés comme matériaux de structure. Et puis on avait commencé à voir également dans la partie propriétés mécaniques des chitons, en fait, l'utilisation de la magnétite, mais surtout en utilisant les propriétés mécaniques en fait, de la magnétite. Donc les oxydes de fer, bon, je vous avais fait un petit rappel la dernière fois. Globalement, les états d'oxydation les plus stables du fer sont le fer 2 et le fer 3. Donc vous avez tout un ensemble à droite d'oxydes de fer 3, vous voyez, qui sont en général dans les colorations, je dirais plutôt jaune-rouge. Vous avez à l'autre extrémité le fer ferreux qui, par hydrolyse condensation, va donner en fait des hydroxydes ferreux. Et intermédiairement, vous avez des composés à valence mixte. Des composés à valence mixte où vous allez avoir à la fois du fer 2 et du fer 3, comme les rouilles vertes, ou bien plus précisément comme la magnétite. La magnétite, qui va être en fait le minéral que nous allons voir tout au long et étudier tout au long de cette présentation. Alors la magnétite, vous voyez, vous la trouvez à l'état naturel sous forme de superbes cristaux colorés. Cette coloration par rapport à celle des oxydes de fer, je dirais simplement trivalent, elle est due à deux facteurs. D'une part, la magnétite est un semi-métal, donc vous avez en fait une largeur de bande interdite qui est relativement faible. Et également, c'est un composé à valence mixte, puisque vous avez à la fois du fer 2 et du fer 3. Et donc, vous avez un transfert d'électrons optiquement activés qui, en fait, génère une absorption très large dans le spectre visible. Alors, cette magnétite, je vais vous parler également de grégite, qui est en fait qui a la même structure, mais vous remplacez simplement l'oxygène par le soufre. Donc cette structure, c'est une structure qu'on appelle une structure spinelle inverse. En fait, c'est un empilement tout d'abord de cubiques face centrée d'anions oxygène. Et donc cet empilement délimite en fait un certain nombre de sites, des sites octaédriques en rouge, vous voyez, des sites tétraédriques en vert. Et dans le cadre de la magnétique, vous avez une occupation pour la moitié des sites octaédriques et une occupation pour le quart des sites tétraédriques. Et donc les deux états d'oxydation se répartissent de la façon suivante. Dans les sites tétraédriques, vous avez 8 atomes de fer 3. Dans les sites octaédriques, vous avez un partage avec autant de fer 3 que de fer 2. Et ce sont les sites fer 3 tétraèdre et fer 3 octaèdre qui se couplent, donc qui annulent finalement par un couplage antiferromagnétique, qui annule la magnétisation, mais ce qu'il vous reste, c'est tous les moments associés au fer 2. Et donc c'est typiquement
quand vous avez des moments magnétiques qui ne sont pas totalement compensés, vous avez un composé de type ferrimagnétique avec un moment magnétique résultant, vous voyez, par maille qui est de l'ordre de 32 magnétons-bord. Donc c'est un aimant, c'est un système aimantable qui est particulièrement intéressant et performant. Alors, quand vous regardez maintenant l'aspect nanométrique, l'aspect petite particule et magnétisation, bon, la première type de caractérisation, c'est de regarder la magnétisation en fonction du champ. Vous voyez, vous obtenez ce genre de courbe ventrue avec une hystérèse. Et les systèmes qui sont aimantables à température ambiante présentent justement cette hystérèse. En particulier, vous avez la présence d'une magnétisation rémanente et d'un champ coercitif. Et ces propriétés, même si vous avez du spin dans tous les cas, je dirais, vont fortement dépendre, c'est-à-dire que la forme de cette courbe va fortement dépendre de la taille de l'objet, magnétique. En particulier, si vous avez des objets de trop petite taille, vous allez perdre cette hystérèse. Simplement, vous allez rentrer dans le domaine des objets super-paramagnétiques. Et en fait, il y a un moment par particule, mais finalement, ce moment, il est moyenné par l'agitation thermique. Et donc, en fait, ces matériaux super-paramagnétiques, à température ambiante, pour la plupart, ils sont donc petits et ne présenteront pas une aimantation à température ambiante. L'aimantation va commencer à apparaître à partir du moment où vous descendez en température et que vous allez bloquer finalement ce mouvement des spins. Par contre, si vous commencez à travailler avec des objets plus gros, vous grossissez un petit peu la taille de vos objets, à ce moment-là, vous allez avoir un système qui va être un aimant, qui va être un magnétique, mais qui va avoir tendance, pour des raisons énergétiques, à faire ce qu'on appelle des domaines de Weiss, donc des différents domaines magnétiques, mais globalement, vous avez quand même une perte énergétique due au couplage entre ces domaines. Et le cas, je dirais, idéal au niveau d'un nano-aimant, eh bien, c'est ce qu'on appelle le système Stable Single Domain, dans lequel vous avez finalement une taille de particule qui vous permet d'avoir un moment constant et surtout une aimantation, même à température ambiante. Alors le passage en fait entre un système SSD, un multi-domain state ou un système super paramagnétique, pour une composition donnée, donc pour un matériau, ça va dépendre de la température, bien entendu, du volume et donc de la taille, également de la forme et de l'anisotropie cristalline de votre particule, et également, ça va dépendre de la présence ou non de champs magnétiques externes. Alors donc, les nanoparticules vont être ferri- ou ferromagnétiques. Dans le cas du spinel oxyde de fer, elles sont ferrimagnétiques. Et donc, elles doivent avoir une taille minimum pour être des aimants permanents à température ambiante. Et donc, pour les structures à base d'oxyde de fer magnétite, Fe3O4, eh ben, la taille en fait, minimum est aux alentours de 25-30 nanomètres. Alors, il y a beaucoup d'animaux et d'organismes qui utilisent finalement les champs magnétiques pour se guider et pour s'orienter. Alors vous avez deux grandes méthodes en fait deux grands phénomènes qui permettent justement l'orientation des animaux, des micro-organismes. Alors il y en a une qui est basée sur la magnétoréception chimique. La magnétoréception chimique en fait, elle est associée à la création de radicaux libres photogénérés, et en fait, les rapports entre ces radicaux sont modulés par les champs magnétiques. Et donc c'est cette modulation en fait, des rapports d'espèces radicalaires qui est photogénérée. En général, les systèmes de détection se trouvent au niveau de l'œil, qui permet finalement d'orienter en fait l'animal. Et puis vous avez un deuxième système qui est la magnétoréception, qui elle se fait via l'utilisation de nanoparticules magnétiques. Et donc la plupart de ces animaux utilisent la magnétoréception, mais certains utilisent sans doute les deux. En fait, ceci étant, je dirais, beaucoup plus en cours d'étude. Alors ce qui est utilisé, c'est une information à la fois directionnelle, une sorte de boussole magnétique, et également une information sur la position, une espèce de carte magnétique, et vous allez voir comment cela peut se faire.
Donc, en fait, c'est une double information qui est analysée. Alors, si vous regardez le champ magnétique terrestre, hein, vous avez les lignes de flux sortent par le pôle sud. Donc, en fait, vous avez très clairement une variation du flux ici, hein, qui va vous donner en fait une information directionnelle. Et ça va pouvoir être utilisé comme une boussole pas très précise, mais une boussole, vous voyez. Hein. Donc la polarité et l'inclinaison va permettre en fait d'utiliser en fait les flux de champ magnétique comme une boussole. Mais ce que vous voyez également, c'est que les lignes de flux en fait n'ont pas le même espacement lorsqu'on est près des pôles et lorsqu'on est près de l'équateur ou près des pôles. Et donc ça traduit des variations également d'intensité du champ magnétique. Et elles sont représentées simplement par ces petits vecteurs blancs. Et donc cette variation de l'intensité du champ magnétique peut être utilisée en fait également comme une carte, un positionnement. Et c'est en combinant les deux finalement, l'aspect, je dirais, une information directionnelle et une information sur la position, que ces animaux ou ces micro-organismes crée finalement une espèce de GPS magnétobiologique avec une faible résolution, mais ce qui est suffisante pour l'orientation. Alors, un simple exemple, vous voyez ici, vous avez une membrane neuronale et vous avez un certain nombre de clusters magnétiques, donc de petites particules magnétiques, qui sont accrochées à la membrane neuronale vis-à-vis par des filaments du cytosquelette. Alors, quand le champ magnétique est parallèle à ce moment-là, vous avez en fait les clusters magnétiques qui se rapprochent et vous avez finalement ces canaux ioniques qui restent fermés. Et lorsque vous changez d'orientation, vous voyez, avec un champ perpendiculaire, très simplement, vous modifiez l'espacement entre les clusters magnétiques qui ont tendance à s'éloigner, ce qui veut dire que vous tirez finalement sur les filaments du cytosquelette, ce qui permet finalement d'ouvrir les canaux, donc un passage d'ion, une production d'un signal électrique, et utiliser ce signal pour la communication avec le cerveau, par le cerveau et le système nerveux, vous voyez. Donc ça, c'est un modèle très très simple qui vous explique comment peut se faire en fait le passage d'une information magnétique vers un animal. Alors, les bactéries magnétotactiques, donc en fait, ce sont des micro-organismes prokaryotes anaérobies, voire micro-aérophiles, hein, qui vivent à peu près dans tous les environnements, l'eau douce, l'eau de mer, la saumure. Donc ce sont des systèmes que l'on trouve, je dirais, à peu près partout. Donc ils sont constitués, vous voyez, d'un corps bactérien et puis de flagelles qui leur permettent finalement de se déplacer. Alors ce sont des bactéries gram-négatives qui appartiennent à différents phylums. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors une bactérie gram-négative, je vous rappelle que c'est une bactérie qui a deux types de membranes, qui a un ensemble de deux membranes. C'est-à-dire qu'il y a une membrane externe, vous voyez, un espace périplasmique et puis une deuxième membrane, une membrane plasmique, et le cytoplasme va se trouver dans cette partie-là. Et donc toutes les bactéries magnétotactiques sont des bactéries gram-négatives. Donc en voilà une représentation relativement imagée. Alors elle se caractérise, vous voyez, par cette paroi bimembranée ici, par la présence de flagelles pour le déplacement, pour la mobilité, et puis par une chaîne, vous voyez, une chaîne de petites particules, ici avec un petit angle, et vous verrez vers la fin de l'exposé à quoi correspond finalement ce début de torsion. Hein. Et donc ces chaînes sont constituées de particules, de nanoaimants, de petites particules magnétiques, d'oxyde de fer ou de grégite, donc de sulfure de fer, qui, bon, avec les mêmes structures, les deux systèmes sont des nanoaimants fortement magnétiques. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu de plus près par microscopie électronique comment sont constituées ces chaînes, c'est ce qu'on appelle des chaînes de magnétosomes, on voit que les particules d'oxyde de fer, ces nanoaimants, sont complètement recouverts d'une petite membrane. Ça, c'est une microscopie électronique. Alors cette membrane, la composition chimique, c'est une membrane essentiellement phospholipidique qui contient des protéines et qui contient également quelques sucres.
Alors, elles ont été découvertes, vous voyez, dans les années 75 par Richard Blackmore, en fait, qui s'est intéressé à ces petites bactéries parce qu'il s'est aperçu que finalement, elles avaient des déplacements qui étaient couplés au champ magnétique terrestre. Donc ça, c'est une des photos de microscopie qui avaient été faites à l'époque. Vous voyez, c'est en 1975. Ça a été publié dans Science. En faisant un petit peu la littérature, on s'aperçoit que en fait, il y avait un illustre inconnu qui s'appelait Salvatore Bellini de l'université de Pavie, qui avait finalement trouvé également que certaines bactéries, en 1963, donc quelques années avant quand même, qui avait en fait trouvé que certaines bactéries étaient magnétosensibles et qu'elles avaient un comportement particulier lorsqu'elles étaient soumises à un champ magnétique. Alors, Salvatore Bellini est resté jusqu'à très récemment un petit peu dans l'obscurité, parce qu'à l'époque, les universités italiennes, lorsque quelqu'un faisait sa thèse, pour publier, il était obligé de passer devant un jury qui jugeait si le travail était de valeur suffisante pour pouvoir être publié à un niveau autre que le niveau local et au niveau international. Et donc finalement, à l'époque, le jury italien a jugé que ce n'était pas très bon, ce qui veut dire qu'il faut toujours faire attention aux avis des gens très très compétents d'un certain âge qui peuvent finalement passer à côté de choses relativement intéressantes. Bon, maintenant les choses commencent à se remettre, je dirais, dans le cours du temps, et dans les derniers articles que j'ai lus, bon, on tient compte justement de la découverte de ce jeune chercheur italien. Alors, leur comportement de ces bactéries magnétotactiques est le suivant. En fait, ce sont ce qu'on appelle des bactéries polaires qui distinguent finalement le nord ou le sud. Les bactéries que l'on trouve dans le nord vont vers le nord, en fait, se plongent vers le nord, alors que les bactéries du sud vont vers le sud. En fait, leur mouvement finalement, le mouvement de leur flagelle est complètement inversé. Donc, en fait, pourquoi font-elles cela? Eh bien, elles font simplement cela parce qu'elles recherchent les zones en fait, les plus intéressantes pour leur vie et leur croissance. En fait, c'est ce qu'on appelle la zone de transition oxyque-anoxique. Je vous rappelle que ce sont des micro-organismes qui n'aiment pas trop l'oxygène, hein, elles sont micro-aérobies, et donc elles cherchent finalement, elles ont donc, quand vous regardez les lignes de champ, quand vous êtes dans le nord, aller vers le nord, ça veut dire plonger. Donc aller chercher cette zone, et vous regardez les lignes de champ du côté du sud, aller vers le sud, ça veut dire également plonger pour aller chercher finalement cette zone de transition oxyque-anoxique. Et les premières, je dirais, bactéries qui ont été étudiées, en fait, correspondaient à ces bactéries polaires. Depuis, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres bactéries qui avaient un comportement axial, c'est-à-dire qu'elles s'alignent toujours elles utilisent le champ magnétique pour s'aligner, mais elles ne nagent pas préférentiellement vers le nord ou vers le sud. En fait, la direction directionnelle, le choix de la direction, la décision directionnelle, elle va dépendre finalement de capteurs et de signaux chimiques, le niveau d'oxygène par exemple qui est présent, etc. Mais malgré tout, le champ magnétique a une importance parce que la migration le long des lignes de champ magnétique pour ces micro-organismes réduit un problème de recherche tridimensionnel à un problème unidimensionnel. Donc en fait, ce sont des systèmes qui se rendent, de par ce fait, beaucoup plus efficaces. Alors les bactéries magnétotectiques, il y en a une très grande variété. Ce que vous voyez ici, ce sont des chaînes de magnétosomes, vous voyez, avec des systèmes qui présentent des doubles chaînes. Alors il y a un très très grand nombre. Il y en a, je dirais, une petite dizaine qui ont été un petit peu plus étudiées. En particulier, vous voyez, les 4 premières sont souvent utilisées comme modèles, simplement parce que pour les étudier finalement leur évolution et leur mode de croissance, évidemment, on peut le faire sur les souches sauvages, mais également ce sont des systèmes qui on doit être capable de les développer au niveau d'un laboratoire. Hein? Alors, je vous disais une grande variété, donc vous avez, vous voyez, des chaînes, des systèmes qui sont cocoïdes, ovoïdes, des systèmes de type vibrion,
systèmes de type coque, donc avec des systèmes, vous voyez des chaînes de magnétite entrecroisées. Ici, des systèmes à double chaîne. Là, vous avez également, vous voyez, dans le cas présent, des doubles chaînes avec des formes de particules très fortement allongées. Vous avez également des bactéries qui forment des systèmes multicellulaires, ça ressemble un petit peu à un chou-fleur. Quand vous regardez à l'intérieur, vous avez tout un ensemble de cellules, et à nouveau, ce que vous retrouvez là, c'est dans le cas présent, vous voyez, ce sont des nanoparticules à base de sulfure de fer. Vous voyez à nouveau ces chaînes se former dans le système bactérien. Donc ça, ce sont des systèmes à base de sulfure de fer, pas d'oxyde de fer. Et l'intérêt de ces systèmes, donc ces systèmes-là ont été moins étudiés parce que finalement, les cultures accessibles ne sont arrivées que très tard. Et on trouve même donc, des bactéries magnétotactiques qui peuvent synthétiser, vous voyez ce qu'on voit ici, à la fois une structure de type sulfure de fer, c'est ces petites structures cubiques que vous voyez, ou bien des structures de type magnétique, oxyde de fer, dans la même bactérie. Ça, ce sont des souches qui ont été récemment découvertes, vous voyez, 2011, à Death Valley aux États-Unis. Donc en fait, ce sont des structures et des micro-organismes qui présentent une très grande variété et également même des souches mixtes. Alors, ce que l'on trouve, c'est que les agencements en fait, entre les différents nanoaimants sont très variés. Vous voyez, on peut trouver des chaînes, mais également des systèmes qui ont tendance à s'agréger, des monochaînes, des multichaînes, ou bien 2 chaînes par bactérie. Mais globalement, sur l'ensemble des systèmes qui ont été étudiés, ce que l'on voit, c'est que finalement, la chaîne prédomine. La chaîne prédomine, et quand on regarde l'objet élémentaire, c'est-à-dire le nanoaimant lui-même, eh bien, en fait, ce que l'on retrouve très souvent, ce sont des cubes octaèdres, donc des cubes déformés, des cubes octaèdres étirés, des dodécaèdres, des structures prismatiques ou même des structures en forme de balle ou en forme de dents. Et ça a une importance parce que finalement, ces structures distordues, c'est une façon de favoriser finalement l'anisotropie magnétocristalline. Mais par contre, ce que l'on trouve dans toutes ces structures, c'est qu'il y a une stoichiométrie qui est toujours parfaite. On fait du Fe3O4 parfaitement, il n'y a pas de maghémite, il n'y a pas de modification dans la teneur d'oxygène. Alors pourquoi c'est important, ces structures, je dirais, à la fois monodomaines et présentant une certaine anisotropie, c'est que si vous regardez la réponse magnétique, en fait, typiquement la coercivité, en fonction de la taille des particules ou leur volume, eh bien bon, ça c'est le domaine super paramagnétique qui, je vous disais, n'était pas intéressant parce que bon, ce n'est pas un aimant à température ambiante, on ne forme pas. Eh bien, vous avez un optimum en fait dans la réponse, justement dans le monodomaine stable, et cet empilement, cet optimum, il est géré par la taille, mais également il peut être géré par l'anisotropie, la forme en fait, la morphologie de la particule, en particulier si vous avez des particules qui s'étirent le long de l'axe de facile aimantation, et c'est ce que l'on observe dans de nombreux cas. Donc, au niveau des composantes, vous avez l'anisotropie magnétocristalline, et vous avez toujours une orientation préférentielle des magnétosomes le long de l'axe de facile aimantation. Et donc, en fait, vous avez une interaction dipolaire entre particules qui a tendance à former cette chaîne, mais ça ne suffit pas parce qu'au niveau, je dirais, énergétique, si on prend un ensemble de nanoparticules, on les laisse s'arranger comme elles veulent, le système le plus stable va être en fait un système d'agrégat circulaire. Et il faut en fait qu'il y ait, et vous allez le voir au cours de l'exposé, également en fait un support et un collage pour tenir finalement, cette chaîne. Alors, ces systèmes-là, vous voyez, ça, ce sont des microscopies de bactéries magnétotactiques qui ont été faites avec un microscope électronique en utilisant l'holographie électronique. Et ce que l'on voit très clairement ici, c'est que ce sont des monodomaines magnétiques et que la chaîne des magnétosomes se comporte comme un seul dipôle magnétique, comme un dipôle unique. Et donc ça, c'est associé à la fois à gérer une très bonne stoichiométrie, à gérer une taille
dans le bon domaine de taille et également en essayant de créer des objets qui ne sont pas des cubes parfaits mais qui présentent une certaine anisotropie, en particulier le long de l'axe de facile aimantation. Donc ça, c'est un des premiers travaux de microscopie électronique en holographie qui avait été publié, vous voyez, dans Science. Et donc on voit très bien, vous voyez, l'alignement de ces petites particules d'oxyde de fer, donc c'est à nouveau de la magnétite, le long de l'axe de facile aimantation, et on voit en fait dans le profil holographique en fait que le système se comporte en fait comme un dipôle magnétique unique. Alors si je résume un petit peu les propriétés, je dirais, de base de ces bactéries magnétotactiques, eh bien je dirais que donc, ce sont des systèmes qui sont des nanoaimants, mais à température ambiante. Pour cela, en général, les tailles de nanoparticules se trouvent entre 30 et 120 angstroms. Ce sont des monodomaines magnétiques, donc des aimants permanents monodomaines, où on optimise finalement la magnétisation. Ces systèmes s'alignent le long de l'axe de facile aimantation, donc il y a des effets coopératifs. Le nombre de magnétosomes que l'on trouve par bactérie peut varier de l'ordre de 10 à 100. Ce sont des systèmes qui diffusent même très bien, avec des vitesses de diffusion de l'ordre de 30 à 200 microns par seconde, soit 10 à 70 cm par heure, donc ce n'est pas négligeable. Et au niveau des cultures, il y a un certain nombre de cultures qui aujourd'hui sont accessibles, avec des productions qui ne sont pas énormes, mais qui sont de l'ordre, pour les meilleurs, vous voyez, 9 mg de magnétosomes par litre et par jour. Alors, un autre point important, c'est que la vitesse de formation de la magnétite dans ces systèmes-là dépend également de la quantité de carbone que l'on trouve dans le milieu réactionnel. Les temps de biominéralisation de la nanomagnétite vont, selon les espèces et selon les conditions, ce sont des temps de biominéralisation qui sont étudiés en laboratoire, je dirais de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Pour les systèmes à base de sulfure de fer, les temps de biominéralisation sont de l'ordre de quelques jours. Alors, la synthèse de ces magnétosomes met en œuvre, vous voyez, des mécanismes très très régulés qui sont tous sous contrôle génétique. Alors, je vais vous faire un petit résumé sur ce qui est connu aujourd'hui, sur les bactéries qui ont été les plus étudiées, en particulier les 3 premières, qui sont souvent des modèles qui sont étudiés au niveau du laboratoire. Alors, sur une base en fait à la fois de génétique, de génomique, de protéomique et également de chimie physique, vous allez voir, il y a eu de très nombreuses études qui ont été faites sur souches et en particulier sur ces deux-là. Donc, les études ont été faites à la fois sur les souches sauvages, également sur les souches qui pouvaient être cultivables, en utilisant l'arsenal de la biologie moléculaire, c'est-à-dire en utilisant également ce qu'on appelle la formation de mutants, c'est-à-dire on éteint finalement un gène, des méthodes de knockout, des méthodes physico-chimiques variées, donc la diffraction et absorption des rayons X, le XANES, l'EXAFS, les spectroscopies Mossbauer et Raman. Mossbauer parce que en fait, le fer est un élément qui est propice à l'utilisation de ce type de spectroscopie, et également des microscopies électroniques en transmission, et surtout dans un mode en 3 dimensions et en utilisant ce qu'on appelle de la cryofracture. Donc, en fait, un grand contrôle génétique, et je vous rappelle très brièvement en fait, ce qu'est un modèle simplifié des opérons, c'est-à-dire comment va se transférer l'information génétique. Donc un opéron, c'est une unité de l'expression de la régulation des gènes. Donc l'information génétique est contenue en fait dans des molécules d'ADN. En fait, mais cette information doit être transcrite. Elle doit être, on doit envoyer cette information jusqu'aux protéines, jusqu'à la synthèse des protéines, qui elles vont être en fait les biomolécules qui vont effectivement faire le travail. Et donc en général, donc un opéron, vous avez un promoteur sur lequel vient se fixer l'ARN polymérase. L'ARN polymérase, c'est le système qui va permettre de polymériser donc, et de faire finalement la transcription entre l'ADN et l'ARN messager. Et puis vous avez un système, un opérateur qui est simplement une valve avec des répresseurs plus ou moins complexes qui changent la conformation de cette molécule et qui font que la valve est fermée ou ouverte. Et quand la valve est ouverte, à ce moment-là, l'ARN polymérase
peut finalement faire son travail et transcrire en fait l'information contenue dans les gènes 1, 2, 3, N par exemple, pour former l'ARN messager. Et donc, si je reprends, donc vous avez l'ARN polymérase lorsque la valve est ouverte, qui en fait va transcrire en fait l'information contenue dans l'ARN en ARN messager. Celui-ci va emmener le message, pas sous forme de papier, mais sous forme d'un code jusqu'aux ribosomes qui, eux, vont produire les protéines. Et ceux qui vont effectivement faire le travail, donc là, vous avez en gros le schéma, le patron et ceux qui font effectivement le travail. Ceux qui font effectivement le travail, ce sont les protéines qui vont en fait faire un certain nombre d'actions, donc des réactions d'hydrolyse, de coupure de sucre ou de protéines, des réactions d'oxydoréduction, etc. Donc ça, c'était simplement un rappel très très simple de comment un modèle de comment ça peut se passer. Alors maintenant, lorsqu'on regarde du côté de la synthèse des chaînes de magnétosomes, eh bien, les analyses génétiques, génomiques et protéomiques montrent qu'il y a, en fait, pour un grand nombre de bactéries magnétotactiques, il y a en fait un îlot génomique que j'appellerais mini-mais, pas mini-moi, pour ceux qui ont des références cinématographiques, qui contient 4 opérons, en fait 4 clusters, et ces 4 opérons codent en fait toutes les protéines membranelles nécessaires en fait à la formation des magnétosomes. Et ça a été fait, vous voyez, sur un grand nombre de bactéries magnétotactiques et sur l'analyse d'environ 900 gènes. Et on a trouvé que, en fait, finalement, il y avait une trentaine de gènes en fait, qui sont communs et impliqués dans la magnétotacticité. Alors, pour la nomenclature, ce qui est gène, la partie gène ou la partie opéron, ça va s'écrire, vous voyez, avec une petite lettre. Donc ça, signifie magnétosome membrane. Donc ça, c'est le gène correspondant à magnétosome membrane. Dans l'opérant, vous voyez, petit m WX, avec deux lettres, eh bien, ça veut dire que le gène MAMW, avec le gène petit caractère, code la protéine grand M AMW, vous voyez. Le gène MAMX code la protéine. Donc en fait, dans ce que je vais vous présenter par la suite, les petites M correspondront au gène et les grands M correspondront à la protéine. Alors je vous disais qu'il y avait un îlot génétique qui avait été bien analysé avec 4 opérons, vous voyez, 4 opérons qui contiennent en fait qui sont constitués de clusters de gènes. En particulier, vous en avez 4, vous voyez, avec des nomenclatures sur lesquelles je vais passer, mais avec des nombres de gènes variables. Vous voyez, si vous faites le total ici, vous allez trouver une trentaine de gènes, mais avec des fonctions qui sont relativement précises. En fait, ce gène-là va plutôt s'occuper de contrôler la morphologie du cristal. Le gène GFDC va contrôler plutôt la taille. Par contre, le MAM AB, celui-ci, là, le MAM central, là, va être essentiel pour la biomémorisation. Et puis, vous avez le XY qui va être important pour un certain nombre de fonctions annexes. Alors, l'analyse, en fait, sur les 2 souches qui ont été les plus étudiées, clairement, on a identifié un certain nombre de gènes. Et donc, vous avez en face de ces gènes la fonction de la protéine codée. Donc, certains sont utilisés surtout pour un contrôle d'oxydoréduction, d'autres permettent d'absorber du fer, d'autres de contrôler les pH, donc des pompes à protons. Certains en bleu là, vont être utilisés essentiellement pour l'invagination de la membrane, pour former la membrane du magnétosome, d'autres plus dans la charpente, et puis ces 2 MAMJ et MAMK vont être plutôt, je dirais, dans la construction finale, dans le mode de construction, c'est-à-dire comment on va associer ces magnétosomes pour garder une chaîne et comment on va les garder, je dirais, de façon avec une structure qui présente une certaine solidité. Alors ces différentes protéines, là, donc ce sont les protéines, eh bien, ont été repérées. En fait, il y a un certain nombre de protéines bien connues, homologues, soit par rapport à des protéines qui existent déjà dans un certain nombre de micro-organismes. En particulier, vous voyez, des protéines qui peuvent permettre la diffusion des
des cations ou des protéines qui sont bien connues, par exemple dans les processus de phagocytose, puisqu'elles elles permettent justement de modifier finalement la structure membranaire, ou bien des transporteurs génériques ou des régulateurs de pH. Donc en fait, il y a un certain nombre de protéines pour lesquelles on a trouvé des analogies avec des protéines existantes, mais un certain nombre de protéines qui restent malgré tout inconnues. Alors je vous disais que ce fameux opéron MAMA-B est essentiel pour, d'une part, la biogénèse de la membrane, la délivrance du fer et la production de magnétite, et la formation des chaînes de magnétosomes. Et cet opéron, vous voyez, contient un grand nombre de gènes, hein, et simplement pour vous montrer un petit peu la difficulté en fait, de l'étude de ces systèmes, pour en fait 2 souches différentes, très étudiées, vous avez pratiquement les mêmes gènes, hein, et avec une petite différence, et vous avez ce gène I finalement, qui n'est pas parmi soi-disant les plus importants, mais ce gène est quand même essentiel pour la formation de magnétique. C'est-à-dire que si vous conservez tout l'appareil génétique et que simplement vous modifiez ce gène I, eh bien, à ce moment-là, si vous faites un mutant, eh bien, vous continuez à former des nanoparticules, mais cette fois-ci, vous ne biominérisez plus finalement de la magnétite, mais une structure qui est beaucoup moins magnétique, l'hématite. Hein, donc c'était simplement pour vous montrer un petit peu la difficulté finalement associée à ce genre d'études. Alors si je regarde maintenant un petit peu plus en détail la synthèse des magnétosomes, il y a 5 étapes principales. Bon, il y a d'une part la formation de la membrane du magnétosome. Ensuite, je dirais, il y a la capture et le transport du fer jusqu'à l'organite. Il y a la biominéralisation proprement dite, donc synthétiser des nanoparticules de composition, de taille et de morphologie contrôlée. Il y a ensuite l'organisation finalement de ces chaînes de magnétosomes. Il faut que ça soit relativement bien aligné pour optimiser justement les propriétés mécaniques. Et puis il y a une dernière étape qui est finalement la reproduction du micro-organisme et de la bactérie. Alors au niveau de la formation de la membrane du magnétosome, ça, ce sont des données de microscopie électronique, vous voyez. On voit très bien ici la membrane externe. Je vous rappelle que c'est une bactérie gram-négative. Donc, on a une membrane externe et une membrane interne. Et on voit très bien ici, c'est de la microscopie faite en cryofracture, la membrane externe, ça c'est en fonction du temps, hein, et la formation finalement de la poche, vous voyez, qui utilise finalement la membrane interne, la membrane cytoplasmique. Hein, donc, c'est une invagination de cette membrane-là. Ce qu'on voit bien, et ensuite bon, apparaissent en fait des taches beaucoup plus noires qui correspondent à la formation de la magnétite. Et donc rien que pour cette invagination, eh bien, vous avez un certain nombre de protéines en fait, qui créent et stabilisent le vésicule, hein, et d'autres, une autre en fait en particulier, qui régule finalement la forme du vésicule. Donc rien que pour créer en fait cette invagination, vous mettez au travail déjà cet ensemble de protéines. Hein. Donc ça, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Hein. Donc vous avez d'abord une biogénèse des vésicules, puis ensuite un tri des protéines membranaires, de telle façon à former finalement ce magnétosome, en fait, la poche qui va recevoir finalement le biominéral par invagination de la membrane interne. Alors, le deuxième point, c'est justement la capture du fer et le transport du fer jusqu'à l'organite. Alors, je vous ai dit dans les cours précédents que le fer 2 et le fer 3 n'ont pas la même réactivité et pas la même solubilité. Et ce sont des micro-organismes qui utilisent le fer 2 ou le fer 3, je dirais en fonction de la disponibilité. Donc, à partir du moment où vous avez en fait du fer 3 qui est très peu soluble, eh bien, pour le transporter, pour le capturer et le transporter, vous êtes obligé de le complexer, et en particulier des sidérophores chélatants du fer, à base d'hydroxamate ou de catécholate, sont très souvent rencontrés dans ces bactéries magnétotactiques, mais pas toujours, hein, comme complexants du fer, qui permettent finalement d'éviter la précipitation du fer 3. Vous savez que le fer 3 à pH 7, eh bien, en général, ça précipite, donc ce n'est pas soluble. Alors, si on regarde maintenant la capture et le transport du fer, hein, donc vous avez donc la récupération du fer dans l'environnement. Donc, fer 3, il faut le complexer. En général, ce sont des sidérophores, mais on n'a pas les preuves dans tous les cas qui ont été étudiés. Le fer 2, lui, il pose moins de problèmes de solubilité. Donc, il peut
rentrer soit sous forme de diffusion passive, soit avec des processus biologiques actifs. Hein. Donc, et ensuite, vous avez le transport des ions en utilisant des canaux ioniques, des pompes à cations, hein, qui facilitent justement la diffusion, donc en particulier des canaux ioniques, des transporteurs d'ions. Donc ça, c'est la façon la plus évidente pour pouvoir justement faire ces transferts. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur la chose suivante. Vous voyez, par exemple, si je nourris la bactérie avec du fer 3 ou s'il y a du fer 3, donc pour faire rentrer le fer 3, pour pas qu'il précipite, il faut que je le complexe sous la forme de sidérophore. Donc je vais former du fer 3. Donc il faut que j'ai un deuxième système enzymatique qui me transforme ce fer 3 en fer 2. Pourquoi ? Parce que la dernière fois, je vous ai dit que dans les ferritines, en fait, le canal d'entrée en fait, était sélectif et c'était que le fer 2 qui rentrait. Et qu'il faut ensuite que dans la ferritine, il y a un deuxième système d'oxydoréduction, une deuxième enzyme qui justement transforme à nouveau le fer 2 en fer 3 pour précipiter la phase minérale, la ferrihydrite. Hein. Donc vous voyez, ça vous donne déjà le degré de complexité du chemin que le fer doit pratiquer finalement pour arriver jusqu'au site de biominéralisation. De même, si j'ai du fer 2, vous voyez, donc le fer 2, lui, peut rentrer, je dirais, sans être complexé, mais à nouveau, il va rentrer dans la ferritine, mais là, bon, il me faut à nouveau un couple redox pour passer au fer 3 et précipiter la ferrihydrite. Au passage, ce que je voudrais vous signaler, c'est que l'homéostasie du fer, c'est un phénomène indépendamment des bactéries qui est très important. Et actuellement, vous avez un certain nombre de groupes de recherche, aussi bien à Paris 6 qu'à l'INSERM, mais dans d'autres laboratoires, qui étudient finalement les couplages sidérophore-fer, en particulier pour des systèmes anticancer. Alors, le point 3, si je regarde la biominéralisation des particules, et les études qui ont été faites, là je vous en fais un petit résumé. En général, ce qu'on utilise, c'est on cultive des bactéries dans un milieu très appauvri en fer, donc on les affame quelque part. Ensuite, dans un deuxième temps, on alimente le milieu en fer. Une fois que les bactéries sont formées, on observe les différentes composantes formées. Ça peut être de la ferritine, des ions ferreux, de la ferrihydrite et de la magnétite. Et donc ça, toutes ces composantes, on les observe via de la microscopie électronique ou via des techniques spectroscopiques. Alors il y a 4 ou 5 travaux que j'ai un petit peu, je dirais, sortis de l'ensemble des travaux. Il y a un premier travail qui avait été fait, vous voyez, dans les années 83 par Frankel, essentiellement basé sur du Mossbauer, qui a mis en évidence qu'au cours de la biominéralisation, il y avait des hydroxydes ferriques de faible densité, de la ferrihydrite et finalement de la magnétite. Ensuite, il y a les travaux de Basilinski qui sont assez intéressants, donc qui montrent que l'oxygène de l'oxyde de fer provient uniquement de l'eau, donc pas de l'oxygène dissous, ce qui veut dire que c'est de la chimie douce. C'est très typiquement des réactions d'hydrolyse-condensation d'oxyde telles que je vous les ai décrites précédemment. Un travail également publié par Damien Fèvre, qui lui a fait un suivi temporel par spectroscopie Mossbauer, en fait, de différentes des phases formées. Et donc, il a regardé un petit peu la répartition spatiale de ces phases, et en particulier, il a échantillonné, en fait, en analysant assez proprement la partie magnétosome, la partie membrane et la fraction soluble non magnétique. Un quatrième travail où là, il a suivi vraiment dans le temps, où deux auteurs différents ont suivi dans le temps par spectroscopie d'absorption des rayons X et par magnétisme, l'évolution en fait de toutes ces phases, et un cinquième travail qui en fait montre clairement le rôle de certaines protéines, dans les transformations fer 2, fer 3 et transformation du fer 3 en ferrihydrite. Alors je vous rappelle simplement ce que je vous ai dit la dernière fois au dernier cours, c'est que lorsque vous rajoutez dans un sel ferrique de l'eau à pH neutre, eh bien vous obtenez un précipité de ferrihydrite avec cette structure-là qui a été faite en fait typiquement par des analyses PDF. Donc c'est une espèce de gel, vous voyez, amorphe. Et lorsque vous voulez ensuite, donc ce gel amorphe, finalement c'est la composante, c'est la phase minérale, la phase inorganique des ferritines, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Une ferritine, en fait, c'est une protéine
une espèce de sphère d'une dizaine de nanomètres avec formées de nombreuses chaînes polypeptidiques qui délimitent des canaux, et c'est via ces canaux que le fer 2 peut rentrer. Hein, le fer 2 peut rentrer, et ensuite, ce fer 2 subit une réduction en fer 3 en utilisant une protéine, une enzyme qui est une ferroxydase. Et donc, à partir du moment où vous passez en fer 3 dans les conditions de pH, eh bien, vous formez une précipitation, la ferrihydrite. Et c'est comme ça que l'on stocke finalement le fer dans les ferritines dans le monde animal ou dans le monde végétal. Alors, cette fameuse ferrihydrite, que l'on peut faire également par chimie douce, comment va-t-on pouvoir la transformer en magnétite? Eh bien, je vous ai dit qu'à partir de ce système amorphe, qui n'est pas très très bien structuré, si vous rajoutez du fer 2, eh bien, vous allez pouvoir former la magnétite, et par différents types de processus, soit des réarrangements locaux, soit de la dissolution-cristallisation. Et ces deux processus vont se faire avec des cinétiques différentes et simplement vont être gérés par la concentration en fer 2, donc à la vitesse à laquelle vous allez pouvoir délivrer du fer 2 dans le système. Et donc vous allez voir que finalement, au niveau bactérien, eh bien, ce sont des chemins réactionnels qui sont très proches de ce que je viens de vous raconter. Alors ça, c'est le travail de Febvre. Donc ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est donc il a affamé ces bactéries, puis il a ajouté soit du fer 2, soit du fer 3. Et quelle que soit la source de fer, les bactéries transforment le fer en magnétite. Hein. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et donc vous voyez ici la réponse magnétique qui augmente en fonction du temps avec un seuil qui se trouve aux alentours d'une cinquantaine de minutes. Hein. Donc en fait, la magnétisation en fait, démarre de façon assez conséquente à 55 minutes et se finit vers des temps de l'ordre de 6 heures. Hein. Dans le même laps de temps, vous avez des tailles de particules qui passent de 18 nanomètres à 31 nanomètres et un nombre de magnétosomes par cellule qui passe de 16 à 30. Donc globalement, le temps de formation d'une bactérie magnétotactique complète au niveau donc, de sa réponse magnétique, dans le cas présent, c'est environ 6 heures. C'est ce qu'on voit également, très clairement ici, avec des microscopies électroniques qui ont été faites en fonction du temps, et on voit, là, il n'y a pratiquement pas de particules, là, il y en a quelques-unes, ici à 50, et puis, le système nanoparticules commence à se densifier à partir de, je dirais, une centaine de minutes. Alors, l'étude a été complémentée par la spectroscopie Mös-Bauer, parce que finalement, avoir du fer dans le système, c'est une très bonne sonde. En fait, je vous rappelle que cette spectroscopie Mös-Bauer, c'est une spectroscopie qui est basée sur l'absorption des rayons gamma par les noyaux atomiques dans les solides. Et on récupère finalement des informations sur l'état d'oxydation du fer et sur les environnements locaux de l'atome. Hein. Donc ce que vous observez en spectroscopie Mös-Bauer, ce sont des transitions entre des niveaux de spin nucléaire 1,5 et 3,5 pour le fer, vous voyez. Et donc, en fait, le positionnement de l'arrêt, c'est-à-dire le déplacement isomérique, ça correspond un peu au déplacement chimique en RMN, eh bien, est sensible essentiellement, dans un premier temps, à l'état d'oxydation du fer et au degré de covalence. Ceci dit, vous avez également des effets quadrupolaires, en particulier puisque vous avez certains niveaux, comme le niveau excité, là, qui présentent un spin nucléaire supérieur à 1,5. Si vous avez des systèmes de symétrie plus basse, eh bien vous allez avoir un éclatement quadrupolaire ici, et vous allez observer en fait des transitions entre ce niveau-ci et celui-là, et donc vous allez trouver cette espèce de forme en bonnet d'âne, en fait, qui est typique du couplage quadrupolaire. Et donc, également, une composante supplémentaire, si vous avez un champ magnétique externe ou local, et là le champ magnétique peut être local puisque vous avez des aimants, en fait, vous faites l'analyse sur des aimants, eh bien vous avez une levée de dégénérescence des niveaux M, hein, en 4 composantes, et à ce moment-là, vous observez finalement une structure, une multiplicité plus importante, 6 raies, qui correspondent finalement aux transitions qui en fait subissent les règles de sélection, delta M égale 0 plus ou moins 1. Hein. Et donc vous avez dans un spectre du fer 50 têtes, vous pouvez avoir finalement une combinaison de ces différentes
de ces différentes réponses qui vont être caractéristiques par le positionnement, par la forme, etc., des différentes composantes que l'on a, qui sont présentes dans le milieu d'analyse. Et donc là, vous voyez, à des temps de l'ordre de 20 minutes, ce que l'on détecte, ça, ce sont les spectres Moss-Bauer qui ont été faits par déconvolution. Ce que l'on voit, c'est que finalement, il y a ces deux sextuplés, hein, donc ça, c'est la structure hyper fine, qui correspondent aux deux sites de magnétite. Vous avez également un signal de fer 2 qui correspond à un complexe de fer 2 au spin, et puis un doublet qui correspond au doublet du fer 3 de la ferritine ou de la ferrihydrite. Hein. Et donc, ça, ce sont des analyses, vous voyez, qui vous permettent vraiment de vous positionner en utilisant le fer comme une sonde. Donc là, vous êtes vraiment sur la partie minérale de la magnétite. Et donc, si vous utilisez, par exemple, un ensemble de cellules mutantes, hein, c'est-à-dire dans lesquelles vous avez enlevé les gènes que vous pensez être responsables de la création des particules magnétiques, eh bien, vous refaites le spectre Moss-Bauer. Là, vous allez voir qu'il reste le fer au spin. Vous avez toujours un petit peu de ferritine, mais vous n'avez absolument pas la réponse correspondant à la magnétite. Donc ça, ce sont des études qui ensuite peuvent être faites en fonction du temps. Et ce que l'on voit donc sur ces évolutions, c'est que, à nouveau, vous voyez, vous avez formation importante de la magnétite à des temps au-delà d'une dizaine de minutes. Et ceci est associé, vous voyez, à la formation d'une structure de type ferritine. Un autre mode de caractérisation, et je vais m'arrêter là sur les modes de caractérisation, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois pour les mollusques brouteurs, c'est l'utilisation de l'absorption des rayons X, XANES et XAF, pour analyser finalement les environnements des éléments. Donc je vous rappelle, c'est l'absorption d'un photon X, donc on excite finalement des états de cœur, des électrons de cœur, 1s ou 2s, donc ce qu'on appellera les seuils K ou L en fait, en fonction de l'énergie que vous mettez. Et donc vous générez des photoélectrons, et ces photoélectrons, en fonction de leur énergie cinétique, eh bien, vous allez soit peupler des états vides, soit aller un petit peu dans le continuum. Et donc lorsque vous allez avoir une énergie faible, globalement ça va être le domaine du XANES, et vous allez avoir une réponse essentiellement spectroscopique. Et lorsque vous allez mettre un petit peu plus d'énergie, vous allez être dans le domaine où vous allez commencer à percuter les voisins, le domaine de l'EXAFS. Donc vous allez avoir des systèmes d'oscillation dont l'analyse va vous permettre de remonter aux tailles, aux distances en fait, entre l'atome que vous excitez et puis ses premiers voisins. Donc en fait, je reviens là-dessus, donc l'analyse de cette partie-là qu'on appelle le seuil, c'est comme une spectroscopie qui caractérise bien les états d'oxydation des éléments et puis l'environnement chimique. Et cette partie-là, vous voyez la partie EXAFS, le début des oscillations, eh bien c'est une analyse qui doit être faite via l'utilisation des transformés de Fourier qui vous permet de retomber assez proprement sur des distances. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait, vous voyez, sur des bactéries à nouveau qui ont été affamées et dans lesquelles, une fois que la bactérie a été formée, on a rajouté des précurseurs de type fer 3, de type citrate. Et on a suivi, vous voyez, les masses de fer par ICP-AES ou par des mesures magnétiques formées, et également, grâce au XANES et à l'EXAFS, la formation de ferrihydrite ou de magnétite. Alors ce qu'on voit de façon intéressante, vous voyez, c'est que dans un premier temps, eh bien, on forme des quantités non négligeables de ferrihydrite, et puis à partir de 60 minutes, vous avez un décollement assez clair pour la formation de la magnétite. Hein. Donc là, sur ces études-là, il semble relativement évident que, en fait, la ferrihydrite, c'est le précurseur de la magnétite. Hein. Et donc vous avez à nouveau une biominéralisation en deux phases, je dirais avant et après 2 heures. Dans une première phase dans laquelle vous accumulez le fer sous forme de ferrihydrite, avec un peu de formation de nanocristaux, hein, vous avez toujours un peu, mais globalement, la transformation en magnétite s'accélère après 2 heures. Donc ça, ce sont des données en fait, de XANES et XAFS, dans lesquelles, ça c'est une étude assez jolie qui a été faite récemment en fait, par Damien Fèvre, où en fait il y a un suivi temporel, où on a suivi l'évolution de la formation de la magnétite, et également ce qu'il a mis en évidence en étudiant très finement l'évolution du prépic et l'évolution du seuil, qui vous renseigne énormément sur la présence de fer 2 ou de fer 3, et puis sur son environnement local.
eh bien, il a étudié très finement en fait, l'évolution en fonction du temps. Et donc, ce qu'il voit en fait, dans cette étude, c'est que finalement, dans un premier temps, le fer, la première phase qui est formée, c'est un phosphate ferrique. Et ensuite, en fait, il y a formation d'une ferrihydrite, mais qui en fait est un intermédiaire fugace qui se transforme très très vite en magnétite. Hein. Et donc ça, c'est la formation de ce phosphate ferrique, c'est confirmé par Exafs. Il voit très clairement des distances fer-phosphore, des distances fer-fer qui correspondent finalement aux polyèdres qu'on trouve dans certains phosphates de fer amorphes. Hein. Et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette étude, il montre le rôle également important d'un anion qu'on n'attendait pas forcément. Le phosphate, on sait que c'est un retardateur de la transformation de la ferrihydrite en phase cristallisée. Donc en fait, il y aurait une phase intermédiaire, hein, un espèce de phosphate ferrique, qui serait en fait le précurseur de la ferrihydrite, et ensuite cette ferrihydrite se transformerait en magnétite. Et donc ça, c'est également confirmé par des mesures de microscopie, en microscopie électronique haute résolution. À des temps courts, vous voyez, on forme quand même un petit peu de magnétite, c'est très clair. Vous voyez, donc là, vous avez la diffraction électronique. On forme également de la ferrihydrite, qui est le précurseur de la magnétite, mais également cette fameuse phase phosphorée. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est une image en fait, dans laquelle on a identifié par analyse le phosphore en bleu grenat et le fer en jaune. Et on voit bien que, d'une part, le fer et le phosphore sont colocalisés, mais c'est une colocalisation intracellulaire, mais hors des magnétosomes. Hein. Et donc, en fait, on forme cet hydroxyde ferrique peu organisé qui est riche en phosphate, qui ensuite, dans un deuxième temps, va se transformer en ferrihydrite, et cette ferrihydrite soumise à du fer 2 va se transformer en magnétite. Donc formation, je répète, hein, formation d'un hydroxyde ferrique phosphaté, ensuite transformation vers une ferrihydrite intermédiaire fugace, et ensuite formation de la magnétite. Et là, ce que vous voyez sur ça, c'est les données qui sont directement extraites de l'évolution des spectres de Xanès. Hein. Vous voyez ici l'évolution de cette bactérioferritine phosphatée en fonction du temps. Le creux se trouve en gros aux alentours de 75 minutes. Vous voyez l'évolution. On perd cette phase et on récupère finalement la phase magnétique qui se forme. Et intermédiairement, il y a la formation de cette ferrihydrite. Alors si je résume un petit peu sur un petit dessin simpliste, en fait, le fer dans ces systèmes-là rentre sous forme de fer 3 ou de fer 2 dans la cellule. Il faut finalement que ça soit assisté par des mécanismes d'oxydoréduction. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, donc, ensuite, vous avez formation d'une ferritine phosphatée amorphe, où on stabilise finalement le système, c'est le précurseur. Dans un deuxième temps, vous avez élimination du phosphore et création de cette ferrihydrite transitoire, qui, grâce à un excès de fer 2 ou la formation de fer 2, hein, va permettre la transformation ferrihydrite plus fer 2 donne magnétite. Ça, c'est ce qu'on connaît. On connaît ça très bien au niveau du laboratoire. Ce sont les transformations habituelles de chimie douce. Donc, ce qui n'est pas compris encore dans ces études, c'est en fait cette élimination du phosphore et la formation de cette ferrihydrite transitoire. C'est-à-dire, c'est typiquement cette étape-là qui reste encore, je dirais, de mon point de vue, très nébuleuse. Alors, toutes ces petites particules qui s'alignent, eh bien, il faut qu'elles tiennent. Alors, elles tiennent comment dans la bactérie? Eh bien, vous voyez, là, ça c'est une photo de microscopie électronique. On voit, en fait, tous ces magnétosomes, hein, ici, qui sont parfaitement alignés, ou relativement bien alignés. Puis vous voyez ces filaments verts, ici, hein, qui servent, en fait, de support et de gabarit. Hein. Et donc, ces filaments verts, vous voyez, ils sont associés, finalement, à la protéine MAMK. Ici, c'est la même image, en fait, en tomographie, d'une bactérie qui possède cette bactérie. Et vous voyez que l'alignement se fait très bien grâce à ces filaments. Ce sont des filaments qui ressemblent à de l'actine. Hein. Je vous rappelle, à nouveau, l'actine, c'est une protéine de structure hein, qui permet de structurer, par exemple, la formation des invaginations pour créer des processus de phagocytose. Et là, l'image du dessous,
eh bien c'est la même bactérie, mais dans laquelle on a fait un mutant, dans lequel on a supprimé cette protéine, donc le gène correspondant et cette protéine. Et là, vous voyez que finalement, on arrive à créer des magnétosomes, mais alors c'est un petit peu tout et n'importe quoi, il y a un désordre qui se crée. Mais ça ne suffit pas, parce que globalement, vous accrochez les magnétosomes, mais il faut une autre protéine pour finalement permettre de... Ça sert un petit peu de tringle, je dirais, au support, mais il faut également une protéine qui va assurer la cohésion entre vos petites particules, vos magnétosomes, et puis la tringle support. Hein. Et donc, cette interaction, elle se fait avec une deuxième protéine, que l'on appelle MAMJ. Hein. Et lorsque l'on utilise en fait un mutant de ce gène, en fait, si on supprime finalement ce gène dans le gène, voilà ce que l'on observe. On observe finalement que, tout en gardant le gène associé à MAMK, on observe bien la formation de ces filaments. Ça, il n'y a pas de problème, mais le système, vous voyez, complètement ne s'accroche pas du tout. Hein. Donc en fait, c'est un système basé sur deux protéines. J'ai une protéine qui assure finalement l'organisation le long d'un axe, globalement, et puis une deuxième protéine, une protéine acide, qui assure le collage. Hein. Donc par exemple, si vous regardez l'évolution d'une bactérie magnétotactique en supprimant cette protéine qui sert de colle, eh bien, à maturité, voilà ce que vous allez former. Vous allez former des agrégats, simplement parce que vous n'avez pas ces points de colle. C'est un petit peu l'image simpliste que je trouve, c'est celle-ci. Hein. Vous avez un support, en fait, qui est la tringle, hein, donc, pour créer un alignement, et puis vous avez les magnétosomes, mais globalement, il vous faut quand même un point de colle ou un point d'adhésion vis-à-vis du support. Ben, ça fonctionne, je dirais, de façon, toute chose égale par ailleurs, un petit peu de la même façon. Alors, si je résume les modèles de formation du magnétosome, on pourrait considérer qu'il y a 5 étapes. Bon, il y a d'abord la biogenèse des vésicules, il y a l'invagination de la membrane en utilisant la membrane interne, vous voyez. Ensuite, il y a l'entrée du fer et la nucléation des premières petites particules de magnétite, donc des systèmes qui sont encore en cours d'exploration. Là, il y a énormément de recherches à faire. Ensuite, vous avez la croissance et maturation de la nanomagnétite, donc qui provient de la ferrite et puis du fer 2, hein, ça me paraît assez clair. Et puis vous avez ensuite l'assemblage en fait, de ces petites particules en utilisant en fait, des protéines, vous voyez, du type actine, qui servent un petit peu, c'est un petit peu la tringle à rideau, je dirais, ce que je vous ai montré, et puis des points de colle également. Dernier point, la reproduction de la bactérie. Alors vous avez ça c'est une bactérie qui a été assez bien étudiée par microscopie électronique. Donc vous allez avoir une période de l'ordre de 120 à 180 minutes où vous allez avoir un allongement de la bactérie qui va passer de taille, par exemple dans le cas présent, de 2 à 5 nanomètres. Et puis vous avez une deuxième étape qui prend à peu près quelques dizaines de minutes où vous allez avoir une construction centrale ici, vous voyez. Et cette construction et début de division est générée en fait par un anneau protéique, hein, une tubuline. En fait, c'est un peu, je vais vous montrer une image en fait, qui va vous permettre de comprendre. Et puis dans un troisième temps, et dans un temps très court, vous avez une tension du système, et vous avez ensuite, après torsion, vous avez formation, migration et formation du formation. Donc typiquement, voilà, vous voyez, quand vous avez un ballon que vous voulez finalement le séparer en deux, il faut que vous ayez un système. Le système, si vous le relâchez, là, il va revenir à son état initial et il faut que vous ayez quelque chose qui vous permette de le ficeler. Alors ça, c'est la même étude, mais faite par cryotomographie en microscopie électronique, à différents temps. Vous voyez très clairement ce que je vous ai dit précédemment, l'alignement superbe de tous ces magnétosomes sur MAMK, vous voyez. Et puis la formation en fait d'une construction. Ensuite, le système commence à très légèrement se tordre. Hein, et vous arrivez finalement à un système qui va se rompre une fois que vous avez un certain angle de torsion. Et ça, c'est un élément qui n'est pas anodin parce que
globalement, les cassures se font toujours pour des angles de torsion vers 50 degrés dans le cadre de ces des bactéries magnétotactiques, parce que globalement, il va falloir également gérer la force d'attraction magnétique au moment de la cassure, qui est de l'ordre de 40 piconewtons. Le fait que vous fassiez un angle ici de 50 degrés, eh bien, ça vous diminue par un facteur 4 cette attraction magnétique, et c'est à ce moment-là que le système va pouvoir se rompre. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous avez migration des magnétosomes vers le centre des deux nouvelles bactéries. Donc si je résume ce qui se passe, donc vous avez un filament qui se positionne au centre et recrute les magnétosomes pour les centrer, vous voyez. Hein. Ensuite, vous avez une contraction en fait, associée à une protéine, en fait, arc Z, une croissance asymétrique d'une couche de peptidoglycane et un début de constriction, vous avez. Ça, c'est ce qu'on voit ici au début par microscopie électronique. Hein. Et puis ensuite, la torsion qui minimise la force magnétique et la rupture. Ensuite, vous reformez deux cellules filles avec finalement un déplacement des magnétosomes vers la position centrale en vue de la division suivante. Donc, vous voyez, ça, ce sont des systèmes qui sont relativement bien étudiés aujourd'hui. Alors, pour les travaux futurs, ce qui me semble être des points à continuer à explorer, d'une part, il y a peu de données sur les bactéries magnétotactiques à base de sulfure de fer. Récemment, j'ai vu apparaître dans la littérature des cultures, en fait, un début, en fait. Donc, ce sont des systèmes qui vont apparaître au niveau des études, je pense, dans les années à venir, de façon assez conséquente. Il y a finalement peu de mesures directes sur les pH, concentration en fer, potentiel d'oxydoréduction mises en jeu dans le milieu réel, dans le magnétosome. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de données, on est un petit peu pauvre encore, donc on spécule forcément sur certaines choses. Vous avez également certains gènes importants qui n'ont pas encore été bien identifiés. Par exemple, qu'est-ce qui règle le nombre de magnétosomes? Qu'est-ce qui règle la morphologie du magnétosome? Ça reste encore un petit peu, je dirais, dans un flou artistique. Certaines bactéries magnétotactiques utilisent des sidérophores pour internaliser le fer. Alors là, je dirais pour le chimiste, une fois qu'on sait ça, ça paraît assez clair. Mais d'autres, peut-être pas. En tous les cas, on ne les a pas mis en évidence. Donc il reste à regarder un petit peu la généralité. Est-ce qu'il y a généralité ou pas dans l'utilisation de sidérophores pour internaliser le fer 3 peu soluble qui précipite, comme je vous l'ai dit, dans la cellule. Et également, un point qui me paraît important de souligner, c'est l'analyse du métabolisme. Il y a très peu d'études qui font l'analyse du métabolisme de ces bactéries, et en particulier les bilans carbone, azote, hydrogène, fer pendant la croissance. Et il semblerait que finalement, le rôle du fer n'est pas simplement un rôle, je dirais, pour former des systèmes magnétiques et pour créer de l'orientation possible dans ce milieu bactérien, mais également, il joue également directement sur l'équilibre et sur le métabolisme de la bactérie. Et également, forcément, le nombre de souches sauvages est très très important par rapport au nombre de souches étudiées et qui sont cultivables. Donc ça soulève forcément un certain nombre de questions. Alors faire des nanoparticules fortement magnétiques et de cette grande qualité, ce que je vous ai montré, forcément ça peut être intéressant pour des nanotechnologies ou des biotechnologies. Hein. Donc vous avez fait un cours il y a 2 ans sur l'imagerie et sur l'intérêt d'utiliser des nanoparticules en imagerie comme agent de contraste, IRM, dans les thérapies, par exemple pour l'hyperthermie ou le relargage d'un principe actif. Je vous rappelle que lorsque vous soumettez des nanoparticules à un champ oscillant, eh bien ça chauffe. Donc si vous les mettez sur une tumeur et que vous excitez la tumeur avec un champ magnétique oscillant, eh bien vous allez dégrader cette tumeur par chauffage. C'est ce qu'on appelle typiquement l'hyperthermie. Et également, ça peut être utilisé pour le contrôle, l'analyse cellulaire et la détection de maladies. En fait, tout ça, c'est basé finalement sur les propriétés magnétiques de systèmes nanoparticulaires. Alors là, j'ai juste 2 très courts exemples à vous montrer, qui sont plutôt en fait des concepts ou des ouvertures vers un futur qui me paraît au moins intéressant d'explorer. Ça, c'est en fait un travail relativement récent qui avait pour but, mais sans succès, je vous le dis tout de suite, de faire des vecteurs thérapeutiques hybrides autopropulsés. Alors l'idée c'est quoi? C'est de dire, on va prendre une bactérie pas trop grosse, une bactérie magnétotactique pas trop grosse, typiquement de taille inférieure à 2 microns, et puis on va la charger avec un système qui peut s'accommoder de principes actifs.
Et le plus classique, c'est un liposome. Et donc là, pour ça, je fais de la chimie assez simple, un couplage azote-acide, un couplage carbodimide, et j'accroche mes liposomes. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la bactérie magnétotactique avant et après accrochage des liposomes. Et dans cette étude, globalement, ils ont pu accrocher plusieurs dizaines jusqu'à 70 liposomes, voire plus. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Je dis bien pourquoi ça pourrait être intéressant. C'est que finalement, si je vous fais un bref rappel de l'inconvénient des liposomes en thérapie cancéreuse, globalement, les propriétés pharmocinétiques sont moyennes, vous avez un ciblage local qui est difficile, vous avez en particulier une difficulté de pénétration des tissus profonds, une biodistribution qui est non spécifique, et en particulier, si vous regardez dans les cellules cancéreuses, vous pouvez avoir des diffusions limitées parce que vous avez des vaisseaux qui peuvent être très petits dans certaines tumeurs, et également vous avez un milieu hypotoxique qui est beaucoup plus difficile à traiter. Non seulement à traiter, mais également par les voies chimiques, mais également par les voies radiothérapiques. Donc il faudrait trouver des systèmes qui permettent d'accéder finalement à ces réseaux sanguins, d'une part de petite taille, et donc dans lesquels vous avez des milieux hypoxiques. Et donc l'idée, c'est de se dire, finalement, si j'ai une bactérie magnétique, que je la charge avec des vecteurs qui peuvent avoir un principe actif, sachant que je vais avoir deux possibilités pour véhiculer cette bactérie, le champ magnétique, je peux utiliser le champ magnétique, et également le fait qu'elle remonte toujours les gradients négatifs d'oxygène. Donc ça pourrait être intéressant. Vous voyez, 70 liposomes par bactérie, le concept est beau, honnêtement le résultat concret, mais ce n'est pas grave, n'est pas très intéressant. Donc il montre que le vecteur composite peut être fait, qu'on peut le contrôler via l'utilisation d'un champ magnétique, qu'il semblerait remonter un peu le gradient négatif d'oxygène, pénètre les petits vaisseaux, il n'y a aucune preuve dans l'étude. Par contre, la vitesse de navigation, malgré la charge, malgré le fardeau, ça reste 100 microns par seconde, ce qui est pas mal. Mais par contre, vous avez des temps de vie optimales de ce système-là qui sont de l'ordre de 30 minutes. Plus le fait que vous avez les systèmes de défense immunitaire qui vont liquider le vecteur à la vitesse grand V tel qu'il a été présenté là. Mais je maintiens qu'il y a une idée derrière tout ça qui me paraît intéressante. Donc ça, c'est une image qui permet de voir que finalement ce vecteur a bien pénétré les cellules. C'est ce que vous voyez en rouge. Ce que vous voyez en vert, c'est le cytoplasme. En bleu, c'est le noyau. Ce sont les couleurs habituelles de ce genre de mode de détection. Deuxième exemple, et je termine sur celui-là, c'est intéressant d'avoir ces nano-aimants magnifiquement ordonnés, de très grande qualité, mais ça serait bien de pouvoir les transférer sur d'autres micro-organismes, peut-être plus ad hoc pour un développement technologique. Alors ça, c'est ce qui a été fait. Vous voyez, donc ça, c'est une des bactéries magnétotactiques les plus étudiées, le Griffiths valdens. Et donc, on a utilisé dans cette étude, vous voyez, un spirillum, mais qui est un micro-organisme photosynthétique qui ne produit pas de cristaux magnétiques. Donc ça, c'est ce nouveau micro-organisme, le récipient d'étude, et lorsqu'on approche un aimant. Donc on fait un transfert de gènes en modifiant, en mettant les opérons, vous voyez, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le MAMA-B et le MAMXY, Z dans cet organisme-là, et voilà ce qu'on obtient déjà d'une façon qualitative, c'est-à-dire très clairement, ces systèmes sont attirables à l'aimant. Et quand on regarde au niveau d'une culture mixte, vous avez ici un cliché de microscopie électronique, et ici ce que vous voyez, c'est la bactérie mère, la bactérie magnétotactique de départ. Donc vous voyez clairement ici les liposomes, les magnétosomes, pardon, qui sont formés avec des petites particules magnétiques. Ça, c'est ce qu'on veut avoir. Et quand on fait l'analyse en fait, du système qui a été modifié génétiquement, ce qu'on voit également dans cette zone en particulier, qu'on voit mal ici, mais avec l'agrandissement, vous voyez mieux, on voit également la formation de ces petits chapelets de systèmes nanoparticulaires. Donc c'est également un travail qui, de mon point de vue, présente un intérêt. Ça veut dire que à partir du moment où on décode de mieux en mieux en fait, le code de génétique de ces systèmes-là, qui savent produire des nano-aimants d'une façon remarquable, qu'on a du mal à faire clairement au laboratoire, on peut imaginer les transférer
sur des objets d'étude ou sur d'autres micro-organismes qui présentent par exemple une toxicité minimum ou des propriétés physico-chimiques plus intéressantes pour le développement technologique ou nanotechnologique qui est ciblé. Donc voilà, donc je vous ai montré que les nano-aimants présentent de multiples intérêts à la fois scientifiques, sociétaux et technologiques. J'ai peut-être été un petit peu long, je vais arrêter là. Et puis je vous remercie pour votre attention.